Le fait de rencontrer l'ambassadeur de France, c'est ça la libération? Bon, nous ne savons pas pourquoi il l'a rencontré. Et voilà, nous ne savons pas pourquoi lui le rencontre, il ne rencontre pas le peuple. S'il prête serment là où il est à Yola au Nigeria, on va l'extrader au Cameroun. Bon, rien ne dit qu'il est au Nigeria. Moi, j'ai dit qu'il est au Nigeria. À Yola, ce n'est pas vous qui le dites, moi je le dis. Il prête serment là. Bon là, je ne veux pas le comme un bassa parce que c'est un bassa. Il va l'extrader. Maintenant, ils vont se rattraper en libérant certains mineurs pour que la communauté internationale, ne les tape pas trop sur les doigts, c'est tout. Mais on va conserver Zerdan. Et Tiroma le sait. C'est-à-dire que si lui prête serment là, on va le lier à ce qu'on aura retenu. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure M. Kamto, or ils sont trois. Maurice Kamto, s'il sait jouer le rôle de leader, comment ramener auprès de lui Cabral Libi et Joshua aussi? C'est tout, par consensus. J'ai dit les trois là, avec un leader Kamto. Pour un consensus, les choses vont pousser. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Cameroun Investigation. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel, une véritable mémoire vivante de la politique camerounaise. Historien, analyste et militant de conviction, M. Mbambo Mbengue est reconnu par beaucoup comme une bibliothèque de l'histoire politique du Cameroun. Membre de la grande tradition upéciste, il incarne cette génération de penseurs qui ont connu de près les grands tournants, autant pour moi, de notre pays. De la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 à la crise post-électorale de 1992. Et aujourd'hui encore, il observe avec une acuité rare les événements qui secouent le Cameroun en 2025. Dans un contexte où la crise post-électorale plonge le pays dans l'incertitude, où les arrestations, la répression et les silences diplomatiques interrogent, nous avons voulu entendre une voix d'expérience. Il a récemment déclaré ne pas faire confiance à M. Issa Thiron Bakary, qu'il qualifie de personnage versatile, et il explique son refus de le soutenir, notamment à cause d'un point du programme de transition jugé ambigu. Alors que certains Camerounais voient en Issa Thiron Bakary un possible libérateur, M. Mbambo Mbengue pose un regard plus critique et nuancé sur la situation. Monsieur Mbambo Mbengue, merci de nous avoir reçus chez vous. Bonjour, merci également d'avoir eu confiance en moi et avec vos mots aimables. Merci beaucoup. Comment vous allez, monsieur Mbambo? Pas très bien, parce que ce n'est pas la santé physique d'un initié qui compte, c'est l'environnement dans lequel il vit. Parce que chez nous, en Afrique, surtout nous les initiés négro-africains, le salut est collectif. Donc lorsque le peuple est dans le désarroi, l'initié ne peut pas se sentir mieux. Il est très mal à l'aise, et il implore chaque jour auprès des ancêtres que la situation s'améliore. Donc, aussi longtemps que la situation ne sera pas améliorée, je ne peux pas être à l'aise. Je vais mal. On ne vous voit plus sur le plateau de télévision. C'est un choix ou bien? Oui, c'est un choix. C'est un choix qui a d'ailleurs été validé avec la hiérarchie parce que la hiérarchie à Equinox, parce qu'on ne cache pas. Vous vous rappelez sûrement lorsque le citoyen Elimbi Lobé avait taxé des bandits et tout cela. Bon, la hiérarchie à Equinox avait estimé, avec raison d'ailleurs, que je dois aller demander des excuses. Je l'ai fait sur la tombe d'Ernest Wandier, là où Oumiobe était au maquis. Bon, les gens parlaient de Belingoy, mais là-bas c'est Malang. Personne n'y est jamais allé, voilà moins de personnes. Et sur sa tombe, pour leur demander de ne pas tenir compte des propos de Limbi Lobé qui étaient exagérés, qu'on lui pardonne. Il faut pardonner parce que et c'est cela. Donc ma hiérarchie était d'accord, on s'est entendu que l'environnement étant obscur, un bombok, ma femme devait se retirer et aller là où sa voix est plus audible. Bon, vous me direz que oui, ma voix est plus audible auprès des gens qui sont appelés à réguler ce qui se passe au Cameroun. Et les populations camerounaises,
j'en ai parlé, je leur ai parlé pendant des mois. Bon, ils n'ont pas compris. Votre voix n'est pas plus audible à la télévision? Non, ma voix n'est pas plus audible auprès des êtres humains. Si vous voulez que je sois plus explicite, ma voix est plus audible auprès des ancêtres. Parce que le monde physique, c'est un monde fait de disparités. Lorsque vous êtes dans le champ spirituel, là-bas, il n'y a pas de race. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race, mais il y a des strates d'initiation, c'est-à-dire ceux qui sont initiés à un niveau restent là, ceux qui sont d'autres. Là-bas, il n'y a pas de dire que je suis chinois, je suis camerounais, je suis pas. Non, non, il n'y a pas de race là-bas. Donc là-bas, ma voix est plus audible que ici chez les humains. Après, on va te dire, il y en a même qui m'a taxé de haineux tribalisme. Bon, vous voyez, quand vous êtes dans un environnement, parce que quelqu'un a tout à vous, je ne peux pas me fâcher de ça. Mais c'est pour dire que ma voix est moins audible sur le plan physique, surtout à certains moments comme des moments critiques que nous traversons. Ok, je vous posais la question parce que certaines personnes pensent que vous êtes quitté. On ne vous voit plus sur les plateaux techniques, des plateaux d'Equinox à cause parce que vos idées ne convergeaient plus avec ceux Non, non, c'est archi faux, c'est archi faux. C'est-à-dire que la hiérarchie d'Equinox et moi-même, nous avons voulu laisser ça comme ça. J'allais dire quoi? C'est une entente parce que j'allais dire quoi? Elle m'a protégé aussi. La hiérarchie, il faut le dire ainsi. Lorsque vous soumettez un problème en tant que consultant, mes prises de position ne les dérangeaient pas. Mais quand je leur dis, là, nous allons dans une situation où on va se retrouver soit comme la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny, ou alors comme le Zaïre après Mobutu, ou pourquoi pas les deux. Donc on entre dans une situation d'absurdité. Ceux qui font l'aviation vont dire dans une zone de turbulence. Moi, je dirais d'extrême turbulence. Bon, je leur ai demandé de me laisser aller, parce que ce que j'ai dit, ce que j'ai causé avec Wandi, avec Oumyove, je n'en parlerai pas. Mais ceux qui sont aussi initiés, ils savent ce qui s'est passé. La preuve, sur le plan physique, ceux qui savent, ou alors qui ont eu certains échos de ma conversation avec Ernest Wandi, 3 jours après, sont venus casser la tombe. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils sont venus faire des pratiques rituelles pour détourner quoi que ce soit, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le camarade Émile, du moins, quand on l'assassinait, le 15 janvier 1971, il a dit des choses qui se sont revenues. Par exemple, dans 20 ans, ça va reprendre. En 91, le même problème s'est revenu. Il a dit, dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Il dit un certain nombre de choses. Bon, lorsque vous allez donc, on cause un certain nombre de choses, voilà. Et bien avant ça, le 15 janvier 2025, puisque je suis militant de l'UPC, le camarade pécois, Michel Eclador, avec Henriette Ekoué, parce qu'on était dans une dynamique que l'UPC présente un candidat, le 15 janvier, pour commémorer la mort d'Ernest Wandje, nous y sommes allés. Et il fallait aller faire un tour à la chute de la Métier, où on assassinait des UPCistes et tout. Bon, j'étais l'un derrière, puisque c'est le professeur Baebek qui avait été investi choisi par la plupart des sections de l'UPC comme candidat qui devait être investi. Et aller là-bas, bon, j'ai été appelé par les esprits des camarades qui sont morts dans l'eau. Or, lorsque j'étais en route, bon, les gens étaient surpris de me voir descendre et aller faire un geste dans l'eau. Bon, vous voyez, même ça a été mal interprété. Or, c'est ce que je dis. Ah, mais il quitte là-bas pour venir faire les rituels dans les eaux de truie. Qui lui a donné la permission? Vous voyez, lorsque vous voyez là, vous ne sentez pas. Est-ce que je suis obligé de venir dire j'étais moi en route, comme on dit? Et bon, dans ça aussi, ça va créer d'autres dissensions, non? J'étais en route. C'est Camara Pécois, Henriette Ekoué et les enfants des martyrs qui étaient. Je veux parler de la fille de Fossi Jacob, qui d'ailleurs, dont le papa avait empêché cette tragédie-là, c'était en septembre 59, en attrapant M. Outarde. Ils sont tombés dans la chute. Bon, il était là,
les deux filles de Ruben Oubnobé, Clément Bouendé, le fils de Jean Bouendé, bon, c'est eux qui sont à l'honneur. Donc moi, naturellement, je dois rester dehors, mais ils y sont allés plus Bahebek, donc l'UPC devait présenter la candidature. Bon, je suis derrière, dans la foule. Mais ce que les autres n'ont pas et que j'ai, c'est ça l'initiation. Ils me disent, bon, tu ne peux pas rester derrière, viens nous parler. On veut voir. Je me suis approché dans la chute et j'ai fait. Est-ce parce que vous avez discuté avec monsieur Unmiobe, Wangé, qui vous a dit de prendre votre distances? Je ne vous dirai pas ce qu'on s'est dit. Je ne vous dirai pas. Ni ce que les camarades qui sont dans la chute et la métier m'ont dit, je ne vous dirai pas. Peut-être que ça peut aider les... Non. J'ai dit non. Je ne le dirai pas. Okay. Je ne le dirai pas. Puisque déjà, si vous n'intégrez pas que c'est un initié, s'il est allé jeter Jésus un certain nombre de choses, peut-être qu'il y a des choses qu'on doit demander et que vous interprétez à votre guise. C'est pour ça que je dis, le monde physique est plein de disparités. Mais sachez que, avant que quelque chose se passe sur le plan physique, ça c'est nous d'abord sur les plans supérieurs. On appelle ça les noumènes. Les noumènes, avant que ça se matérialise en phénomène. Sachez-le donc, nous sommes en train de construire des noumènes pour la paix, la concorde, et surtout pour utiliser l'expression qui vous semble mieux, pour libérer le Cameroun. Maintenant, est-ce que la voix des initiés peut être entendue et comprise comme telle? Non. À ce moment, il vous laisse le champ, vous qui êtes dans le monde physique, le monde des phénomènes physiques, vous le faites. Nous, on reste dans le monde des noumènes. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais au moins, les gens savent que, ah oui, mais tel est attrapé par la coutume parce qu'il n'avait pas pris le siège de son grand-père qui était notable. Mais, bon, quand vous analysez ça, vous dites quoi? Vous concluez que c'est la sorcellerie. Bon, d'accord, je vous conclurai donc en disant, vous n'avez peut-être pas suivi les obsèques d'Élisabeth II, la reine d'Angleterre. Vous n'avez peut-être pas bien suivi ou compris l'intronisation de son fils. Vous aurez donc compris que ce que vous appelez sorcellerie chez vous, c'est une dimension spirituelle chez eux. Et c'est cette dimension spirituelle qui fait que la couronne britannique est chef d'État de l'Angleterre et de l'Irlande du Nord, est chef d'État du Canada, est chef d'État de la Nouvelle-Zélande, est chef d'État de l'Australie. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Pour prendre ceux qui sont là, pour prendre la nationalité canadienne, vous allez prêter serment en disant que vous obéissez à la couronne britannique. C'est la même chose. Vous voulez prendre une nationalité Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Mais comment se fait-il que le roi ou la reine d'Angleterre, ou alors du Royaume-Uni d'Angleterre, soit chef d'État de toutes ces nations-là? Je ne vous répondrai pas, vous-même allez chercher. En tout cas, merci Mbobok. Comment avez-vous vécu le processus électoral au Cameroun? Non, vécu, moi je l'ai vécu avant. Donc en fait, d'abord vous avez commencé par là. Pourquoi j'ai quitté Kino? Parce que justement le processus électoral est biaisé. Et est biaisé, très mal à l'aise. Mal à l'aise, mais mal à l'aise beaucoup plus parce que ceux qui sont dans le jeu politique, leaders d'opinion, leaders politiques et les populations camerounaises, ils ne veulent pas comprendre ce que nous, les indigènes, nous leur disons. Ils ne veulent pas. Pour le cas actuel, il y a 3 variantes, 3 choses qu'il faut intégrer. Vous ne les intégrez pas, vous n'irez nulle part. Quelles sont ces variantes? D'abord, le régime Paul Biya est un régime totalitaire. Les 3 piliers, c'est lesquels? Concentration de pouvoir. Deuxième, la normalité de la dévolution de ce pouvoir. Donc, c'est les élections qui concernent le pouvoir au niveau des mairies, de la région, des députés et tout. Donc, les méthodes de dévolution du pouvoir passent par les élections. Or, il organise les élections de manière anormale. L'exercice de ce pouvoir, Premier ministre, chef du gouvernement, voilà, même les ministres et tout ça,
les chefs de cours, tous les recteurs d'université sont à la retraite, tous les gouverneurs sont à la retraite, presque la majorité des préfets sont à la retraite, des sous-préfets également. Les chefs de cours, présidents comment on appelle, des cours d'appel, sont à la retraite. Donc, ils sont presque à la retraite. L'autre chose, il y a, je pense, 5 promotions de l'ENAM. Nous sommes là le 10 novembre 2025. Il y a au moins 5 promotions de l'ENAM qui ne sont pas intégrées. C'est ce qu'on appelle l'irrégularité de l'exercice du pouvoir. Les enseignants, le corps médical, à quel niveau? Donc, lorsque vous ne prenez pas en compte ces 3 piliers-là pour organiser la mobilisation sociale, vous dites, ah oui, nous sommes les premiers à dire inscrire les gens sur les listes électorales, nous sommes les premiers à avoir annoncé ceci. Mais les autres vous diront, oui, nous on a même commencé ça en 2017. C'est pour faire quoi? Vous voyez, c'est cela. Et vous savez bien que l'élection à laquelle on va sera mal organisée, sera truquée. Vous ne vous organisez pas, ne serait-ce que pour résoudre le problème de l'anormalité de la dévolution du pouvoir à ce niveau-là, étant entendu que, là, en le résolvant, puisqu'il s'agissait de l'élection présidentielle, vous allez intégrer directement celui qui avait concentré le pouvoir, donc le président de la République. Et là, maintenant, voilà, vous ne le faites pas. Vous croyez que c'est l'Esprit Saint ou bien Jésus, Mahomet et Bouddha vous ont dit qu'un jour ils viendront. Moi, ils m'ont dit qu'ils ne viendront pas. Ils n'ont même pas fait de réunion pour vous. Donc, voilà le problème. Et même l'Église catholique, là, un évêque vient et dit, même si c'est le diable, fait non. Cette exaspération-là m'amène même à dire à cet évêque et à toute l'Église catholique romaine de demander d'abord pardon au peuple camerounais, parce que c'est eux, c'est cette Église-là, c'est elle qui nous a mis dans cette situation. Figurez-vous qu'en 1955, c'est l'Église catholique qui amène Oumniobé Soumaki. Il sort, les dirigeants de l'Église à l'époque, les vicaires apostoliques, comme ça qu'on l'appelait, ils sortent une lettre où ils demandent aux populations de se désolidariser de l'UPC. Ils vont même voir leurs amis de la mission presbytérienne américaine, où était Oumniobé, c'est cette mission presbytérienne américaine qui s'est divisée en 2, qui est devenue Presbyterian Church of Cameroon pour la zone anglophone et l'Église presbytérienne camerounaise pour les francophones. Oumniobé vient pour faire valider, parce qu'ils ont des signatures là pour la carte de la Sainte-Seine. Le pasteur Joseph Thiéga, là, en Nubel, hein, ce n'est pas loin, en face du commissariat du 2e arrondissement, vous verrez une église, là, une paroisse de l'église presbytérienne. Là. On dit, mais tu viens faire quoi ici? Un communiste comme toi, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais Oumniobé, devant la session, il est surpris. Il me dit, mais parce que si je disais que Dieu n'existait pas, je ne serais pas venu remplir ma mission chrétienne, mon engagement chrétien. Comment ça? Mais il ne l'écoute même pas. Non seulement il ne signe pas sa carte, il l'excommunie. Finalement, voilà comment je vous disais. Et sur la base de cette lettre des vicaires apostoliques contre eux, Oumniobé et l'UPC, Oumniobé rentre, donc il répond religion au colonialisme. Vous allez trouver ce texte de Oum dans les écrits d'Achille Pembe. Donc, vous voyez, quand l'Église catholique, et n'est même pas tout, les premières grèves des cheminots en 1945, les prêtres étaient restés là, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, pour tirer sur les manifestants. Mais attendez, il faut quand même qu'on soit sérieux. Donc, cette Église catholique romaine s'est accoquinée depuis longtemps avec le pouvoir en place. Et je comprends l'exaspération qui vient qu'aujourd'hui, mais attendez, il faut donc qu'on sache là où on se met. Il devait donc, par exemple, vous d'amener, quand je dis vous, je parle des populations camerounaises, à dire, on a entendu, la presse a dit, tel a battu à mort sa femme, tel a assassiné sa femme, tel autre est en train de faire les enfants avec ses filles et tout. Donc, mobiliser par exemple les dames apostoliques autour des questions sociales, la protection des femmes ou des filles. Comment un papa peut taper sa femme à mort ou bien peut aller faire des enfants avec ses propres filles. Bon, les dames apostoliques du Cameroun peuvent donc associer avec
je ne sais pas comment on les appelle, les autres dames des autres églises chrétiennes, pour le faire. Mais non, ils vont faire. Et retrouvons-nous au Palais des Sports à Yaoundé pour faire un culte œcuménique pour la paix. Ils viennent avec c'est pour faire quelle paix? Bien sûr, à Donc, vous entendre en fait, parler, on a comme l'impression que l'Église catholique a un rôle négatif à jouer dans le processus électoral au Cameroun. l'Église catholique s'est toujours accoquinée de manière incestueuse avec le pouvoir. Donc l'Église catholique n'a pas vocation là à nous relever. Il doit d'abord demander pardon. C'est eux qui se vont à l'église. On vous dit qu'apparemment Dieu a dit pardonner. Qu'il demande aussi pardon au peuple camerounais. Mais que de nous proposer un diable. Donc pendant longtemps, on vous amène à faire les gros mariales, à aller prier. Et le tridon Pascal a dit que ceci, voilà, le chemin de croix et tout ça. Les presbytères. Et voilà. Et maintenant, pour l'élection présidentielle, il n'y a rien de mobilisation. Donc, voilà ça. Je n'ai pris que ce qui est sur le plan social. Parce que chez les dames apostoliques, il y a là-dedans nos mamans qui sont des ménagères au village, mais également des magistrats, des avocats, de tout le monde. Les dames apostoliques. L'Église, les églises protestantes également, ils ont des anciennes d'église qui sont magistrates, avocates, qui sont tout. Donc, quand ils se retrouvent dans leur, je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est les synodes ou synodicales des femmes, tout le monde est là. C'est-à-dire que vous en voulez. C'est-à-dire qu'au moment où Mme Minette de Bombi dit qu'elle m'excuse, elle est là dans le Tombora parce qu'elle est de l'église chrétienne, elle peut retrouver au sein de l'église catholique romaine peut-être une magistrat ou notre ministre qui est le même régime, à qui on demande maintenant que les femmes se mobilisent contre les violences faites aux femmes, contre leurs propres filles que leur papa viole et enfante. Voilà un fait de société qui peut mobiliser tout le monde. Et vous en voulez à l'Église catholique du fait qu'un prêtre catholique ait convoqué le diable avant que l'élection présidentielle n'ait lieu. Oui, j'ai dit ce que l'évêque de Yagua a fait est la manifestation de l'exaspération de cette église-là face au tard qu'elle a elle-même contribué à causer. Et pour cela, il faudrait qu'il demande pardon. Il faudrait, voilà. Donc, qu'elle ne laisse pas là, comme si l'évêque a dit que même le diable on verra. Non. C'est-à-dire que le même évêque, avec ses pères, dit que ouais, nous-mêmes, on vous a même berné trop comme ça. Nous sommes même aussi coupables de ce qui arrive. Est-ce que si l'Église demande donc pardon, ça va résoudre le problème? Oui. C'est le pardon qui commence d'abord. Il y a le pardon, la vérité et la justice. C'est comme ça que ça se fait. On demande d'abord pardon. Mais attendez, même lorsque papa dit, qui a pris les 50 francs qui étaient ici? Il dit, c'est moi, papa dit, bon, tu demandes pardon. Il te pardonne. Mais si vous ne demandez pas pardon, vous allez comment? Même Dieu dit que pardonnez, leur Jésus même. Il dit quoi? Pardonnez-leur, pardonnez-leur. Mais c'est le pardon. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Après, maintenant, on revient à la justice et c'est comme ça qu'on rétablit la confiance et revient. D'accord, M. Bobo. Vous avez vécu les événements du 6 avril 1984 et ceux de 1992. Oui. Quand vous regardez la situation actuelle que traverse notre pays, voyez-vous des similitudes avec ces deux événements charnières de notre histoire? Je vois la continuité de deux choses. La crise de l'État et la crise de la nation. Parce que même, oui, ces similitudes-là, bon, les gens, on veut dire que le nord, le sud, non, c'est pas là. C'est qu'on appelle l'axe nord-sud, ou bien c'est que nos compatriotes des régions septentrionales revendiquent. Non, ça relève de la crise de l'État et de la crise de la nation. Les autres, ces choses-là ne sont que, j'allais dire, des variantes du même arbre. Et ça revient à ce que Cheikh Anta Diop disait dans l'unité culturelle de l'Afrique noire. C'est-à-dire que notre civilisation africaine est comme l'arbre. Nous sommes là sur le manguier. Les racines sont là-dedans. Mais si vous vous accrochez à la feuille, vous aurez l'impression que vous êtes différent de la branche. Effectivement, parce que vous êtes la feuille, vous êtes différent de la branche. Mais vous ne savez pas que
La sève vient de la racine pour alimenter la branche où vous vous trouvez. Et vous allez faire comme si vous pouvez résoudre le problème de la feuille. Après, on va vous dire, mais la feuille là, ça va même se régénérer, puisque ça finit par avoir le destin d'une feuille morte. Ça va mourir, on va piétiner. C'est cela. Et c'est là même la spiritualité africaine. Ça veut dire quoi? L'État est né de manière prématurée et par césarienne. La nation ne s'est pas constituée. On est entré comme ça dans la République. Ça veut dire quoi? L'Union des populations du Cameroun avait dit en novembre, en novembre 1949, le Cameroun doit être indépendant 10 ans après la signature des accords de tutelle avec les Nations Unies. Les accords de tutelle avaient été signés le 13 décembre 1956 avec les Nations Unies. Donc, pour Oumniobé et ses camarades, le Cameroun devait être indépendant en 1956. Et pour arriver à cette indépendance, il fallait d'abord la réunification du Cameroun, que ce que vous appelez à tort la communauté internationale, bon, c'était la Société des Nations à l'époque, a divisé en mars 1916. Réunissez le Cameroun et laissez le pays accéder à son indépendance. Ça en est donc la deuxième chose, qu'il fallait que la nation, parce que contrairement à ce qu'on vous fait croire, les ethnies, les tribus, c'est des nations. C'est des nations. C'est des nations constituées. Moi, j'ai fait partie de la nation Bassa, l'Ombassa. J'ai fait partie des dirigeants. Nous sommes là à cette époque. Mais lorsque on arrive donc à l'indépendance où le statut de Mbambok n'est pas compris, bon, on dirait les Bassa se trouvent où? Les faux dans la région du Grand Ouest. Un jour, les Bamileke qui sont à Bamenda se retrouvent anglophones et ils pensent qu'ils sont différents des autres. Parce qu'on les appelle Fon, là-bas c'est un faux. Alors que c'est les mêmes pratiques rituelles. On commence donc à chambouler comme ça, à chambouler. Les Tikars, ils sont là. Après. Ah oui, donc vous voyez que même le peuple Tikar, d'où sort le peuple Bamoun, ils ont des problèmes. Alors que c'est l'un des fils. Et vous voyez, c'est ça qui n'a pas été régulé, c'est ça la nation. Et quelles sont les institutions qui représentent la nation? Les mairies, les députés, le Sénat, le conseil régional. Voilà la nation. Voilà la nation. L'État, c'est l'armée, c'est la justice, c'est cela. Donc, est-ce que vous avez donc l'impression que la nation s'exprime auprès des conseils municipaux, au Parlement, encore que l'État a amené les représentants de la nation, également, à dire que, lui, allez lire l'article, je pense, 15, que l'ordre du, comment ils appellent ça? Oui, l'ordre du jour peut changer lorsque le gouvernement le demande. Alors que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que la conférence des présidents définit l'ordre du jour. D'accord. La conférence des présidents a donc défini l'ordre du jour. Eh bien, si le gouvernement décide que non, ce que vous avez dit là, mettez de côté. Nous, on vient ici. Et ils font ça tout le temps. Ils sont là depuis. Ils doivent avoir le projet du budget 15 jours avant même qu'ils siègent à l'Assemblée. Mais le budget arrive généralement même la veille même de la fermeture de la session. Donc, ils sont réunis là à Yaoundé. Est-ce que vous avez entendu un député dire qu'il a déjà le projet de budget? Non. Ça veut dire que l'État est venu piétiner la nation et la nation a accepté ça. Donc je veux dire, je suis parti de là. L'organisation des pays Bassa, pays Bamoun, pays Tikar, pays Sawa, pays Ekan, pays Bamileke, pays ici, ce n'est pas organisé. Donc nous n'avons pas eu un consensus pour dire que nous, les Bassa qui voulons entrer dans la République, voici ce qu'on doit prendre dans la nouvelle organisation qui arrive. Nous, les Grassfield, qui entrons dans la République,
voici ce que nous voulons prendre. Nous, le peuple de Savoie, nous voulons entrer dans la République, voici ce que nous voulons prendre. Il n'y en a pas eu. Nous, les Massa, voulons entrer, les Toupouri, voilà ce que nous pensons que. Vous voyez donc, et c'est ça qui a fait que lorsque Guy Mollet, le chef du gouvernement français, après avoir torpillé la loi cadre du 26 décembre 1956, il sort là. 16 avril 1957, il signe un décret qui crée l'État du Cameroun. Comme ça là. C'est pour ça que j'ai dit que c'est né de manière prématurée, parce qu'ils ne se sont pas inspirés des idées du nationaliste Oumnobe et de ses camarades, et par césarienne, parce que même l'autonomie interne demandée par la loi cadre n'a pas été respectée. Donc voilà, c'est ça que nous vivons. En fait, 6 avril 84 et les élections qui arrivent, c'est, j'allais dire, les conséquences de cette crise-là, que les UP6 aiment parler du contentieux historique. Il fallait également qu'en y allant, l'Église catholique, dont j'ai indexé tout à l'heure, dise que oui, notre déploiement sera que nous demandons pardon et tout, c'est cela. Donc il fallait une assemblée constituante où ces choses-là allaient être évoquées, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai pris à partie dernièrement un préfet dans le Honkam. Il avait interdit, il avait instruit à certains chefs de rester chez eux, de ne pas faire. Je lui ai dit, mais monsieur le préfet, voilà donc l'État. Donc, ça crée une crise entre l'État et la nation. Donc, il ne sait pas que le chef, je ne peux pas de n'importe quelle communauté, je parle là, on est là à l'ouest, qui est désigné, qui a été arrêté pendant les funérailles, quand il arrive, il faut quoi? Il sait que, historiquement, ils ont participé, par exemple, à la vente des esclaves. Ils ont été victimes des maquis, on les a tués. Ça déjà, ça cause un problème. Ça veut dire que chaque fois, il faudrait que ce chef organise des rituels pour demander pardon parce qu'ils ont participé à la vente des esclaves. Parce que le sang a coulé. C'est là, quand on dit, on se réconcilie avec ses ancêtres, c'est cela. Mais vous, quand vous venez, prenez ceci est mon corps, mangez-en, buvez et tout. Bon, vous prenez la communion et la Sainte Seine, vous ne savez pas que vous faites la sorcellerie. C'est lorsque on va vous dire, venez, il y a des rituels à faire, parce que, oui, dis donc, la sorcellerie du village là et tout. Or, vous faites la sorcellerie là en plein jour. C'est ça, donc, ce contentieux qu'il faut résoudre. Donc, c'est ça les similitudes. Maintenant, parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Non, ils vont dire que Mbombo a déjoué la question. Non. Il s'est donc trouvé une situation telle que Ahidjo a regretté d'avoir laissé Paul Biya. Il a dit lui-même à l'agence France Presse et à Radio France Internationale le 23 août 1983. Il a dit lui-même, je me suis trompé. Donc vous allez revoir ça. Or, avant d'arriver à 83, le coup d'État de 6 avril, la tentative de coup d'État de 6 avril était préparée. Et j'allais dire que sur ce point-là, Paul Biya a été, j'allais dire quoi, a engobé beaucoup de choses. Mais il a aussi commis quelques erreurs. Mais il a engobé quoi? Je me rappelle encore, ça devait être le 9 avril 1983, Paul Biya va à Garoua. Il a rendez-vous avec Ahidjo. D'abord, Ahidjo ne l'attend pas à Garoua. Il est reçu par le gouverneur Ousmane Mey, ça ne fait rien. Ahidjo laisse au gouverneur Ousmane Mey l'information que le président Biya va le retrouver dans le Mayo Oulo, dans sa résidence. Paul Biya va là, Mayo Oulo, sans problème. Il veut faire quoi? Il doit corriger le gouvernement que Paul Biya doit proposer. Mais je retiens seulement deux choses qui m'ont semblé là comme des choses faciles, il faut les dire. Ahidjo lui dit, mais bon, c'est bien, depuis là, tu ne m'obéis pas. Vraiment, Joseph Charles Ndoumbala, qui est ministre chargé de mission, il te donne de mauvais conseils. Il faut barrer son nom. Pierre Désiré Ango, il était ministre de l'économie. Ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Il dit, bon, c'est Angola.
Dernièrement, il a dit que les commerçants nordistes et Bamileke étaient des fauteurs. Il a refusé de leur accorder des licences import-export. Il faut me l'enlever. Paul Biya les enlève, il rentre là très courroucé. Finalement, il sort le gouvernement du 12 avril 1983, très courroucé. Et ce n'est pas tout. Paul Biya, en temps, on l'avait coopté vice-président de l'Union nationale camerounaise. Il lui fait des propositions pour les élections législatives qui doivent se tenir, je pense, dimanche le 29 mai 1983. Ahidjo a enlevé toutes les propositions faites par Paul Biya. Paul Biya resté tranquille. Donc, bon, vous voyez donc, Paul Biya dit, le type là, je vais l'avoir. Et effectivement, Paul Biya faisait le tour des régions. Quand vous entendez qu'on l'a béni et tout, la crise là existait déjà. C'est-à-dire un mois, moins d'un mois d'ailleurs, après que Paul Biya a prêté serment le 6 novembre 82, moins d'un mois, la crise a éclaté. Et c'est ça qui donnait ces ramifications-là, parce que c'est pour comprendre ces événements du 6 avril 84. Paul Biya a fini ses tours. Et vendredi, le 17 juin 1983, premier test, il présente le budget à l'Assemblée nationale, comme vous aimez souvent dire vos termes techniques là, le programme politique, économique, social et culturel à l'Assemblée. En fait, pour le budget, il parle, il termine un discours en étant très, très dithyrambique, comme l'a dit mon illustre prédécesseur, il vous le disait dans les mêmes circonstances, le Cameroun, voilà, c'est le 5e plan quinquennal, on va, voilà, d'accord. Le lendemain, samedi 18 juin 83, 13h, coup de tonnerre à Yaoundé. Paul Biya sort un remaniement ministériel, il n'était pas au courant. Il a préparé un remaniement ministériel dans le secret. Personne. Il maintient Bello Bouba Premier ministre, mais Bello Bouba même n'est pas chrétien. C'est là où, pardon, 15h, Aïdjo réunit tous les ministres du Nord chez lui, à la résidence du lac. Ils doivent démissionner en bloc. Bello Bouba, Premier ministre, il avait même rédigé sa démission personnelle. On dit, on doit présenter cette démission dimanche, le 19, la veille de l'arrivée de Mitterrand. Or, Paul Biya, lui, l'avait calculé, c'est que Mitterrand devait arriver lundi, le 20 juin 2023. Il ne peut même pas avoir un coup d'État là. Donc, c'est à quoi 23h, le chef de la gendarmerie, M. Ibrahim Ouadjiri, je pense, oui, il réunit tous les officiers du Nord chez lui à 23h. Mais ce qui s'est décidé là-bas, personne ne sait. Vous savez, l'armée, c'est la grande muette. Bon, Mitterrand arrive, et dans ce truc, Paul Biya, lui, il voit comme du petit lait. Mais Mitterrand va quand même à Garoua. Il dit à Aïdjo, arrête, je ne veux plus que tu restes ici. Laisse l'enfant la diriger. Comme ça qu'Aïdjo va en exil. Mais là où Paul Biya a commis une erreur, une faute, c'est que dimanche, le 7 août 1983, c'est d'ailleurs la première finale qu'il préside comme président de la finale de la Coupe du Cameroun, 100 ans. Canon Union, c'est d'ailleurs ce jour-là que la révélation de Mbumbu Émile, on l'avait préparé pour contrer Dr Abega, mais sauf que la veille, Mbumbu Émile, il fait une température de 39 degrés, donc le palu, une crise de palu. Malgré ça, on le pompe et tout. Il a réussi quand même. Union menait 2-0. Abega ne bougeait pas. Mbumbu Émile l'avait vraiment anéanti. Mais on le sort parce qu'il souffrait. Là où Abega s'est détaché, bon, Mayebi aussi, qui était David Mayebi, capitaine de l'Union, il était finissant, il sort. Canon gagne 3-2. Mais le drame, c'est quoi? Le 22 août, Paul Biya annonce à 13h que les deux gardes du corps d'Aïdjo voulaient l'assassiner pendant cette finale, au cours de cette finale. Salatou Adamou et Ibrahim Umaru. Ce qui n'était pas vrai. Ah bon? Oui, ce qui n'était pas vrai. Mais il en profite, il porte les provinces qui étaient à 7 à 10. Quand vous entendez que la fille est née du renouveau, c'est que lorsque le 22 août, on crée des nouvelles provinces. Et la première
province à citer, c'est l'extrême nord. Quand vous entendez parler de filles aînées du renouveau, c'est comme ça que ça veut dire. Donc, parmi les enfants que le renouveau, voilà. C'est ça. La province du nord est divisée en 3, la province du centre et du sud en 2. Donc, voilà, on revient à 10 provinces que vous appelez régions aujourd'hui. Et c'est ça donc, ces frustrations qui ont abouti, qui ont engendré ces tentatives de coup d'État du 6 avril 2023. Justement, ça a donc créé une dissension. Donc, Paul Biya a brisé l'art nord-sud avec les désagréments que ça comporte. Issa Tiroma, par exemple, dont il était au cadre de la Société nationale de régie de Fercam, on l'arrête, mais le tribunal militaire l'avait libéré. Mais il est quand même resté en prison pendant 7 ans pour rien. Là, il faut le dire. Voilà. Parce que c'est devenu un règlement de compte. Voilà. Donc, les gens pensent que c'est ça qui compte. Oui, il y a j'allais dire quoi, des ramifications, un certain nombre de choses qui se rattachent à ça. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, parce que les gens pensent que c'est en réglant le problème de la feuille, on a réglé le problème. Mais non, l'arbre est là. Donc, l'axe nord-sud, a-t-il brisé, n'a pas brisé? C'est là. Déjà, le fait de dire l'axe nord-sud, ça veut dire que l'État est en crise, ça veut dire que la nation est en crise. Maintenant, il se trouve donc l'autre volet de la bourgeoisie. La bourgeoisie du Grand Nord, la bourgeoisie du Grand Ouest. Comme vous avez dit tout à l'heure que Pierre Désiré Ango a perdu son poste de ministre de l'économie et de la planification. Parce qu'il a... Or, lorsqu'on fait le discours de congrès de l'UNC à Bafoussam, le 12 février 1980, et la déclaration de politique économique, il dit bien qu'on condamne la fraude. C'est là le thème de rigueur et moralisation qui vient. Donc, mais comment vous avez donc un ministre qui veut moraliser et vous l'enlevez du gouvernement? Donc, voilà. Mais donc, et cette crise également pose un problème au niveau de la bourgeoisie. Le président de la Chambre de commerce d'industrie du Cameroun s'appelait Nupti Tutuango. Il rédige une motion de soutien au président Paul Biya. Voilà. Mais il utilise des mots pour dire qu'il ne faut plus faire confiance aux opérateurs économiques faussaires. Donc, en fait, l'index, c'est le Grand Nord. Faussaires qui ont inondé le marché par les faux billets, Bon, vous voyez, c'est pour ça que je parle de la crise même de la bourgeoisie camerounaise. Et quand vous êtes là, jusqu'aujourd'hui, rien n'est réglé. C'est pour ça que vous avez entendu parler de... Mais là, si l'Ouest et le Grand Nord, c'est venu, mais vous allez quoi? Non, rien du tout. Donc, en fait, voilà des problèmes qui ne peuvent être résolus au fond, que peut-être pas les UP6, mais ces ramifications existent, ces similitudes existent. Donc, c'est difficile à comprendre. Je vais vous prendre un cas pour terminer. L'Église catholique. Vous avez le premier président de l'Union des populations camerounaises s'appelait Ndjoumessi Mathias. Il était également président de Koumzé. Ndjoumessi Mathias décide, il dit que moi je resterai catholique. Vraiment, vos problèmes là où un chef bamliké doit avoir plusieurs femmes, je ne suis pas dedans. On dit d'accord. Mais sauf qu'il fait les enfants partout. Avec d'autres. On dit, mais ça c'est quoi le problème? Mais l'église catholique, on porte le fait, mais il laisse, il ne fait rien. La même église catholique, on vient à Banca. Il n'aime pas la polygamie. D'accord. Mais j'ai mon père Jean Mbouende. Il dit à Monseigneur Bouk, Paul Bouk, parce qu'il avait acheté une voiture, on a dit, mais attends, mais lui, il était millionnaire. Depuis, c'est un papa qui était millionnaire. C'est d'ailleurs l'un des pères fondateurs de l'UPCM, il était en cachette. Il impose qu'on bénisse son mariage à l'église par Monseigneur Bouk. Et Monseigneur Bouk bénit un mariage d'un polygame en disant qu'il bénit un mariage d'un polygame. Et vous parlez, je vous retenez bien ce nom, Jean Mbouende. Son mariage polygamique a été béni par Monseigneur Bouk au cours d'une messe pontificale. Mais là, de l'autre côté,
Vous avez un pasteur, la mission française, comme ça qu'on l'appelait, qui est devenue église évangélique aujourd'hui, il s'appelle Élie Allégret. Élie Allégret, on lui dit, le sultan Bamoun, le roi de Bamoun, il veut être chrétien, mais il est polygame. Et donc là, il y avait, comme on dit, il y avait le père d'Ifendi Marcel, qui était de pasteur de l'époque. Il dit, si vous acceptez un chrétien polygame, je vais vous couper les vivres. Il dit, ouais, c'est comme ça que la couronne Bamoun, le sultan Bamoun est devenu musulman. Il voulait, il était chrétien. Bon, quand vous voyez donc ces trois, je prends ces trois-là, vous verrez qu'il y a un contentieux historique à régler avec les églises, parce que là, c'est l'église protestante, là. C'est pour ça que j'ai voulu, je n'ai pas voulu rester avec l'église catholique. Ah bah, comment l'église, c'est là, avec le sultan Bamoun, qui aurait dû être aujourd'hui à l'église presbytérienne, non, à l'église évangélique, pardon, avec ses femmes. Mais l'église catholique n'a pas accepté que Djoumessi Mathias soit polygame, du moins lui, il a orienté comme ça, mais il a quand même accepté que Jean Bouendé, on bénit son mariage étant polygame. C'est tout cela. Quand vous avez donc un bouillonnement de tout ça dans ce que vous appelez l'État, la République, tout ce que vous voulez, en fait, ça veut dire qu'il y a la crise et au fond des choses. Ok, M. Bambok. De nombreux observateurs de nos jours, entrant dans la crise qui secoue le Cameroun, la crise post-électorale aujourd'hui, quel est le rôle que M. Issa Chiroma Bakary a joué dans les événements de 1992 ou 84? C'est-à-dire... Non, en 1984, déjà Chiroma, j'ai dit, au regard même des enquêtes menées par le commissaire du gouvernement, il était innocenté. Ce n'est même pas que fait non établi, il était innocenté. Ça veut dire qu'il n'était mêlé ni de près ni de loin aux événements du 6 avril. Je n'ai pas enquêté moi-même, mais ce qui ressort du tribunal militaire, c'est que vraiment il est innocent en 81-84. Maintenant, en 92, il est à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès avec Bello Bouba. Là aussi, il n'a pas voulu, il n'a pas accepté que Bello Bouba lui le laisse comme secrétaire général de l'UNDP, avec rang et prérogative de ministre. Il a dit, je veux aussi être ministre. Et il a négocié avec Amadou Moustapha, derrière Bello Bouba. Parce que Bello Bouba était en train de régler un contentieux. Paul Biya lui dit, amène-moi les noms du Nord. Tu m'amènes les noms des gens d'ici. Abanda Metogo Valère, Nicole Okala, je ne les prends pas. Il faut les gens du Nord. Il a fait la même chose à Kodok. Kodok vient avec des noms qui ne sont pas Bassa, notamment Feyou de Happy, qui est du pan de Honkam, et Kanda Zogo, il est du centre. Paul Biya les bat. Il dit, trouve-moi les noms. C'est là donc où les Massois de Bernard Mbila, qui savaient que Kodora s'est probablement joué, bon, eux aussi sont allés, les informations disent qu'ils sont passés par le roi Damas, bon, j'ai vérifié, je ne peux pas confirmer, mais ils ont aussi négocié par eux-mêmes pour rentrer au gouvernement. Donc, comme ça que Chiroma, sans laisser la possibilité à Bello Bouba de proposer une autre liste, il est entré au gouvernement avec Amadou Moustapha. Voilà. C'est des jongleries politiques. Voilà. Ok. Vous avez... qui montre qu'il est un militant indiscipliné. Vous avez déclaré ne pas lui faire confiance, que vous jugez, vous l'avez dit que vous jugez M. Chiroma de personnage versatile. Qu'est-ce qui, selon vous, dans son parcours ou ses prises de position, justifie cette méfiance? J'ai encore en mémoire l'interview qu'il accorde à la CRTV. Je pense que le journaliste qui l'interviewait s'appelait Tusse Ngok. Est-ce que vous serez candidat en 2025? Je vais accompagner le président Paul Biya à vie. Il dit, mais 2025 arrive, le journaliste de la CRTV ainsi. Je commence à vous soupçonner que vous voulez pas de bon. Voilà. Mais je vais l'accompagner jusqu'à la gare. Maintenant, il devient candidat comment? L'autre chose,
Moi, j'ai bien envie de lui Donc, poser la question, ce n'est pas à vous. Où est l'enfant de Vanessa Tchatchoua? Il a dit que l'enfant là était où? Donc, vous voyez, est-ce que, bon, quand on disait tout à l'heure, quand il se présente donc, d'accord, il doit être absous de tout, mais au moins, vous dites, j'avais parlé ici que Vanessa Tchatchoua, son enfant était enterré en Côte-N. Vraiment, ce n'est pas vrai. Son enfant est. C'est pour ça que je dis là, on demande pardon. Je me disais à l'époque que j'allais accompagner Paul Biya, je l'ai même dit. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Il arrive à Bamenda, il a demandé pardon. Même contre Kamto. Donc, il dit, c'est un illuminé qui veut d'ici là prêter serment. Mais j'ai appris que lui aussi veut prêter serment comme Kamto en 2018. Bon, vous voyez. Il a déclaré que c'était la position du gouvernement, ce n'était pas ses positions personnelles. Ces genres de choses, on le fait publiquement. Ce n'est pas sous la pression. On le fait. D'abord, il y a des ministres qui ont démissionné. Garga Amanadi a démissionné parce que quand il chassait les baleines, comme on dit, il était cherchait le pourvoyeur de la République. Il a arrêté les gens. Quand on lui a dit ce n'était pas bien d'indexer la première dame, du moins le couple présidentiel, il a dit que bon, si c'est ce que vous voulez, je quitte le gouvernement. Donc, il pouvait quitter. Mais quand vous assumez ça, vous venez, vous dites que tout doit être absous. Quand même, il a donc fait quoi? Qui fait que nous devons, il doit être absous de tout cela. Quoi? Non, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. On soit un peu sérieux. Nous partons. Il va prendre le pouvoir auprès de celui qui a conservé le pouvoir. Qui l'a, allez dire quoi? Qui l'a accompagné pendant 20 d'années. Et qui avait d'ailleurs torpillé l'opposition. Parce que quand il sort du gouvernement, le Grand Nord s'organise en disant, ils ont fait sortir un mémorandum de Grand Nord en disant que nous sommes très pauvres, nous voulons, mais c'est Issa Chiroma qui n'a pas voulu que ça prospère. Il n'a pas voulu. Donc comment il doit être absous de tout cela? M. Chiroma a déclaré à plusieurs reprises que c'est le président de la République qui est responsable des ministres qu'il nomme. Je ne dis pas non. Quand il dit ne faites pas les études de l'histoire de la géographie, ça ne vous sert à rien, c'est vrai? Faire les métiers, il a créé combien? Non, mais attendez, il est quand même ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle. Il décourage les gens. Maintenant, formation professionnelle, il y a les lycées. On a créé des lycées techniques en charge de l'agriculture. Il y en a un à Yabassi, lycée technique agricole. Il a formé combien de jeunes là-bas? Il les a insérés où? Il faudrait qu'ils viennent avec des yeux, au moins ça. Comment on ne peut pas faire pareil? De nombreux observateurs notent que la France n'a toujours pas félicité le président Paul Biya, contrairement à la tradition diplomatique. Quelle lecture faites-vous de ce silence inhabituel? D'abord, le conflit de Paul Biya avec le gouvernement français date d'après Jacques Chirac, ça veut dire Sarkozy, Hollande, Macron. Il les gère, ça ne lui dit rien. Je dis, ça ne dit rien à Paul Biya, ça n'est rien du tout. Je pense que Paul Biya a sous-estimé, j'allais dire, les revendications qui devaient être portées par Issa Chiroma. Il a sous-estimé cela. C'est-à-dire quoi? En termes politiques, il n'a pas cru qu'il devait avoir un vote sanction. C'est-à-dire que les gens ne voyaient pas Chiroma en fait, comme si, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais on dit qu'il faut sanctionner Paul Biya. Donc Paul Biya n'a pas mesuré, n'a pas jugé que le peuple camerounais pouvait faire un vote sanction. C'est là où il a mal jugé, où ces gens, ses camarades et ses collaborateurs ont mal apprécié le problème. Donc, pour dire quoi? Pour dire que
tout le monde le sait, que ce soit Mitterrand ou ceux qui sont là. Paul Biya ne fait que ce qu'il est dans son ventre. La France l'apprécie, ne l'apprécie pas. Il fait ce qu'il est dans son ventre et il sait où il peut toucher, où ça fait mal. Il recule. C'est un homme politique. Un homme politique, c'est celui qui veille à avoir ses élections. Ça veut dire quoi? Si Dieu lui prête vie, il peut encore être candidat en 2032. Et il va gagner parce qu'il saura comment manœuvrer. Je ne dis pas, j'ai bien dit qu'il n'a jamais bien, il n'organise pas bien les élections. Je ne veux pas comprendre que j'ai dit qu'il va gagner. Donc, il sait manœuvrer pour conserver son pouvoir. C'est-à-dire que même en 2032, là, s'il vient, il gagne place. Parce qu'il sait manœuvrer. Mais c'est lui qui gère les intérêts français. Il sait ce que c'est que les intérêts français. Et c'est d'ailleurs lui qui a ouvert aux Français la possibilité de sous-traiter leurs intérêts par le Maroc, à travers le Maroc. Parce que les gens parlent des choses, ils ne comprennent pas. Le directeur de Eneo, c'est marocain. Les Marocains ont pris la BISEC, ils ont pris la SCB, qui dit Lyonnais, ils sont. Mais les Marocains, ils avaient d'ailleurs commencé à intégrer Eneo à travers son lolo. Le groupe CFAO, là où il y a Icrafon, Tractafrique et tout, c'est en publicité. Mais c'est Paul Biya qui facilite que la France, donc l'image était écornée depuis 2004 en Côte d'Ivoire, puisse sous-traiter cela à travers les Marocains. Donc il sait, sur le plan sécuritaire, quand Paul Biya embarrasse François Hollande, je pense que c'était le 14 mai 2014 à l'Élysée, en disant à Hollande que il faut veiller, vraiment, il faut considérer Boko Haram comme un mouvement terroriste, donc vous avez l'obligation de nous aider. Les autres chefs d'État qui étaient là étaient embarrassés parce que même Hollande ne s'attendait pas à ça. Mais il se passe quoi? Déby, le président tchadien de l'époque, dit non, moi je vais tout traiter. Oui, Hollande dit moi je vais donc tout traiter mon intervention par le Tchad. D'accord. Et c'est d'ailleurs le général Idriss Déby qui avait piloté les premiers avions et tout. Il est resté tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tiroma, ministre de la Communication, et le ministre de la Communication tchadien donnent une conférence de presse. Ils disent que l'essentiel des armes saisies entre les mains de Boko Haram sont de fabrication française. Et que le Qatar a. Paul Biya sait tout ça, mais c'était. Il sait là où il va. Il sait. Donc, avant de l'apprécier ou pas, il saura comment faire. Certains des observateurs pensent que si la France est silencieuse envers M. Biya, c'est certainement parce qu'il soutiendrait Issa Chiroma. C'est une lecture possible. Et encore que Issa Chiroma avait rencontré l'ambassadeur de France. Mais là, la France est donc embarrassée. La France va donc faire un coup d'État, puisque Paul Biya a prêté serment déjà. On va faire un coup d'État comme ça a été le cas pour Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara était là. Mais au moins, Alassane Ouattara était là avec les gens et l'Élysée pétillait, il donnait des trucs. Sarkozy dit je vais le vitrifier. Voilà, mais là maintenant, la France a dit quelque part qu'il va vitrifier Paul Biya pour. Je n'en sais rien. Mais j'ai dit, on va donc noter, comme ça a été le cas au Côte d'Ivoire, que la France a organisé un coup d'État au Cameroun. Croyez-vous que M. Chiroma est capable de prêter lui également serment? Parce que dans plusieurs sorties, il a convoqué les événements de 2010 en Côte d'Ivoire. S'il prête serment là où il est à Yola au Nigeria, on va l'extrader au Cameroun. Alors, rien ne dit qu'il est au Nigeria. Moi, j'ai dit qu'il est au Nigeria. À Yola, ce n'est pas vous qui le dites, moi je le dis. Il prête serment là. Bon là, je parle comme un bassa parce que c'est un bassa. Il va l'extrader au Cameroun. S'il prête serment au Nigeria, ce sera certainement dans l'ambassade du Cameroun au Nigeria. Non, qui va lui faire entrer à l'ambassade du Nigeria. Parce que selon les lois camerounaises, il faut prêter serment sur le territoire camerounais. Oui, mais tout à fait. Il va donc prêter serment là-bas devant qui? Parce qu'il a dit, le Parlement. Il avait fait savoir que c'était ministre de M. Paul Biya et une partie de l'armée camerounaise le soutient. Non, ça c'est des mots. Comment ça? C'est des mots.
pour prendre le pouvoir là, dans la situation où se trouve M. Tiroma, vous devez procéder de manière claire comme Alassane Ouattara. C'est-à-dire, vous rendez les 3 régions du Nord ingouvernables et peut-être aussi la région de l'Est. Là, maintenant, vous entrez en négociation. Est-ce que M. Tiroma, avec ses soutiens, soi-disant français ou américains, ou je ne sais pas, ou ukrainiens ou quoi, est en mesure de rendre les 3 régions du Nord ingouvernables et l'Est? C'est possible, je ne suis pas dans leur schéma. Mais si c'est ça, qu'ils le fassent. À ce moment-là, on ne se lance pas dans des déclarations. On fait, c'est le fait, vous les rendez. C'est ça que Ouattara a fait en 2022 et voilà. M. Tiroma a donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement de libérer les prisonniers qui ont été arrêtés depuis la crise post-électorale. Dans le délai de 48 heures, on a appris que 60 personnes ont été libérées en Ngaoundéré. Pensez-vous que c'est suite aux déclarations de Tiroma, c'est juste une coïncidence? D'abord, le Cameroun, les déclarations de Tiroma ne peuvent pas embarrasser Paul Biya. Là, vraiment, il ne faut pas se leurrer, ça ne peut pas. Le Cameroun a des problèmes avec la communauté internationale, notamment sur les droits de l'homme. Vous avez bien entendu le gouvernement dire qu'on libère les mineurs. On a libéré les mineurs, mais on a retenu certains. Les majeurs, ils seront retenus. La même chose se passera à Douala partout. Donc, on va libérer les mineurs. Parce que je pense que, c'est pour là, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit Paul Biya lui-même ou ses collaborateurs au sein du parti, au sein de l'appareil gouvernant et même sécuritaire, ont mal apprécié qu'il pouvait avoir un vote sanction et que, comme en février 2008, que la gronde la misère était tellement à un niveau qui pouvait amener les populations à sortir. Bon, maintenant, ils vont se rattraper en libérant certains mineurs pour que la communauté internationale, ne les tape pas trop sur les doigts, c'est tout. Mais on va conserver Zerdan. Et Tiroma le sait. C'est-à-dire que si lui prête serment là, on va le lier à ce qu'on aura retenu. Donc, ne croyez pas, vous, que le gouvernement prend trop à la légère les menaces de M. Tiroma Bakary? Je ne pense pas. Parce que les événements... On nous a toujours dit qu'en 2016, c'est comme ça que la crise anglophone a commencé. Il ne les prend pas. J'ai dit justement, non, il ne les prend pas à la légère. Ils savent qu'il y a Boko Haram d'un côté. Il y a les Sélicas, tout ce que vous voulez, le Tchad, il sait. Donc, c'est dans quel environnement nous vivons. Donc, et on sait également qu'il peut mobiliser une force financière, un matelas financier qui puisse financer une rébellion. Ça, on le sait. Ça peut venir. Regardez même au Mali dernièrement, on vous dit qu'on a attrapé un Égyptien qui est malade. Donc, on attrape les gens, on vous demande la rançon de tant, parce qu'eux aussi, ils veulent de l'argent. Donc, c'est possible que quelqu'un puisse mobiliser une rébellion. Ça veut dire que tu leur promets des choses, le pétrole, le bois, je n'en sais rien, mais c'est possible. Mais je sais que le gouvernement ne peut pas prendre ça à la légère. M. Mombok, M. Tiroma a demandé d'observer des villes mortes qui ont été observées à certains endroits. Il a demandé aux Camerounais de manifester. Ils ont manifesté. Une partie de la population croit pourtant qu'il est aujourd'hui le seul à oser défier le pouvoir et qu'il pourrait incarner une forme de libération nationale. Que répondez-vous à ceux qui voient en lui le libérateur du Cameroun? Il se trompe lourdement. Il se trompe lourdement. D'abord, avant même d'arriver aux manifestations, le fait de rencontrer l'ambassadeur de France, c'est ça la libération? Nous ne savons pas pourquoi il l'a rencontré. Et voilà, nous ne savons pas pourquoi lui le rencontre, il ne rencontre pas le peuple. C'est pour avoir les garanties de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est cela aussi. Assez dernièrement aussi, permettez cette parallèle, que je fasse ce parallèle-là. Les gens veulent présenter, oui, Abdou Diouf, il est le grand des grands quoi? J'ai dit, il avait manipulé les lois comme Paul Biya le fait. Après, on lui dit, laisse Abdoulaye Wade, viens, on va te donner, on va te donner, on va te donner. C'est ce qu'on avait proposé à Gbagbo. Ainsi de suite, pour qu'il laisse le pouvoir. Lui, Gbagbo l'a refusé. C'est ce qu'on avait proposé au président de la transition du Niger aujourd'hui. Non, laisse, on va te donner, et ainsi de suite. Donc,
est-ce que, j'allais dire, la coopération internationale qui serait derrière Tiroma est en train de proposer à Biya une retraite dorée, une ceci, une cela? Je ne pense pas. Et même si c'était le cas, Paul Biya n'accepterait pas. Donc, mobilisation des jeunes, c'est là où on devait donc commencer. Comme je vous ai dit à l'entame, si vous voulez prendre le pouvoir là, comment mobiliser le corps social? Comme vous avez dit que vous voulez passer par les élections, comment mobiliser le corps social pour que les presque 32 000 bureaux de vote que l'ECAM a rendu publics, vous allez là-bas? On ne devrait pas passer par les élections? Non, mais j'ai dit, pourquoi donc on rate les élections? Vous savez que quelqu'un va voler. Bon, quand vous savez que quelqu'un va voler, vous devez donc vous conformer aux orientations de la personne qui a validé votre candidature. Quand il dit que vous avez échoué, vous dites que voilà, j'ai échoué. Donc, si vous estimez donc que je vais seulement aux élections pour prouver qu'on a volé et que moi, je ne vais pas laisser ma victoire, ça veut dire que vous avez un plan B. Et c'est ce plan B-là, donc, qui peut faire en sorte que vous rendez une partie du territoire ingouvernable. Au même moment, vous mobilisez le corps social. Mais la situation normale voudrait que vous entriez, vous preniez le pouvoir par les élections. 32 000 bureaux de vote. Vous avez 32 000 scrutateurs, peut-être multipliés par 2. Parce que vous savez qu'on peut agresser même des scrutateurs sur les motos, on peut. Mais ce n'est pas en filmant au tableau que vous allez faire. Puisque vous savez que celui qui est là organise les élections de manière anormale. C'est ça, il ne faut pas croire que je valide le vote. Je vous ai dit, Paul Biya n'a gagné qu'une seule élection présidentielle au Cameroun. En 1997, oui. Octobre 1997. Et grâce à Bello Bouba et à Frundi. Frundi ne savait pas, Bello Bouba l'a trompé. Il a dit boycottons. Il a boycotté. Et lui, Bello Bouba est entré au gouvernement le 7 décembre 1997. Frundi est resté pleurer. À vous entendre parler, la solution du Cameroun, ce n'est pas les élections. Si. Mais on les prépare, on les contrôle. Comment avec tout ce qui... Mais vous savez que vous avez un voleur qui organise les élections, non? Et les Kama dit 32 000 bureaux de vote. Vous cherchez 32 000 scrutateurs x2 avec ce que cela comporte comme vous. Ça veut dire que vous dites aux autres opposants, contrôlons le vote comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que nos procès verbaux, on ira. Même comme on dit que le procès verbal de l'ECAM, disons même l'ECAM avec Paul Biya, ils vont frauder. Mais que vous veniez avec le procès verbal. Venir où? Mais à la commission mixte départementale d'abord, puisque c'est l'élection présidentielle, il n'y a pas de commission, comment je dis ça, communale. Quand vous sortez des bureaux de vote, on les rassemble. Commission mixte départementale qui est présidée par le président du tribunal de grande instance de la localité. Voici, on a dit, école publique d'Aqua. Et il dit non, voilà. Et que vous êtes 2, 3 partis. En 2018, M. Kamto a fait ça, si je ne me trompe pas. Non, il n'a pas fait. Il cherchait. Il a plutôt, son plan, c'était qu'on donne les vrais résultats. Il n'avait pas les PV. Mais après tout, comme vous dites que vous avez un voleur qui organise les élections, après, il vous dira que c'est seulement son procès verbal qui fait foi. Pour vous, il n'est pas obligé de regarder ça. Quand on vole un appareil chez vous, on attrape le voleur, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène en justice. Venez prouver que c'est votre appareil. Oui. Alors? Mais et si on ne vous dit pas de venir prouver, qu'est-ce que vous faites? Mais justement, puisque vous êtes convoqué, vous êtes candidat, ça veut dire qu'au niveau, nous avons 58 départements. Tu sais que dans chaque département, et tes PV sont là. Si c'est 100 000 PV, tu les as ici. Les autres opposants aussi, vous dites que, gars, on a trompé. Vous allez là-bas. Vous lui dites au moins que voilà, mes PV. Et là, maintenant, dit que les candidats, c'est faux. Il a fabriqué ça hier. Là, maintenant, vous exigez, vous portez, je veux dire quoi, puisque la prochaine étape, c'est la Commission nationale de recensement général de vote. Portez la mention ici que le procès de l'EVCAM, nous l'avons contesté. Vous vous retrouvez à la Commission nationale de recensement général de vote. Parce que là-bas, la Commission nationale de recensement général de vote, on reprend à zéro.
même si c'est 100 000 bureaux de vote. Et chaque fois, les CAM, il y a un porte-à-faux. Chaque fois, les CAM. Et vous, il se trouve que vous avez le dessus. Il y a eu le cas ici, en 2013. Bon, mon camarade, moi, j'ai eu précis, c'est Papin Doumbé. Il a été élu conseil municipal, le même à Douala 3, grâce à leurs procès-verbaux et aux procès-verbaux du SDF, qui ont confondu les procès-verbaux de l'ECAM. Est-ce que c'était l'élection présidentielle, M. Non, c'était, mais justement, puisque au petit niveau, ils sont là. Que présidentielle, il fallait au moins le faire. Bombok, tu dis qu'on a volé ton appareil, prouve que c'est ton appareil. Voici la facture. Dans le Grand Nord, il y a un responsable qui aurait validé, qui aurait falsifié les procès. On l'a promis des millions de francs CFA, il a avoué. On a promis que les résultats devraient être annulés de ce côté-là. Mais nous avons appris que la Commission nationale de recensement des votes a finalement tenu compte de cela, malgré cet aveu. C'est-à-dire qu'il a accepté qu'il a volé son appareil, mais après, au final, on a toujours tenu compte de ça. J'ai aussi, moi, les informations de la Commission nationale de recensement général des votes. Le représentant de Tiroma n'avait même pas 2/3 des bureaux de vote, des procès-verbaux, pour ne pas continuer sur leur relation. Je sais, Béatrice, quand vous savez que la personne, pourquoi les gens mettent les barrières, il y en a qui mettent des trucs, c'est cela. Vous êtes là, je pense que j'ai entendu le PCRN le dire, contrôlons le vote. Contrôlons le vote. Puisqu'on sait qu'on va voler, contrôlons le vote. Et ils n'ont pas contrôlé. Je vous dis, à la Commission nationale de recensement général de vote, on recommence à zéro. On va région par région. M. Tiroma a publié les procès-verbaux en ligne. Il a fait savoir que c'est... Ce n'est pas en ligne, c'est là-bas, à la Commission départementale et à la Commission nationale de recensement général de vote. Ce n'est pas en ligne. Donc, croyez-vous que ce sont des faux procès-verbaux qu'il a... Je n'ai pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je suis pour la construction d'un État et d'une nation. Ça veut dire que je veux des institutions fortes. Une institution a validé votre candidature, a invalidé d'autres candidatures. Vous êtes allé aux élections. Ça veut dire que vous mettez dans votre tête que c'est cette institution qui va me déclarer élu ou pas. C'est auprès de cette institution-là que je vais prouver que tel est voleur. Vous rassemblez donc des éléments pour prouver à cette institution que tel est voleur. Voilà la preuve qu'il est voleur. Et là, vous regardez donc les dirigeants de cette institution en face en disant « Moi, j'ai dit que ce n'est pas le vol, c'est toi qui as volé. » À ce moment, tu reprends donc la gronde sociale. C'est ça la mobilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des enseignants qui revendiquent depuis la OTS, OTA, je ne reviens pas dessus. Il y a le corps médical qui est là. Il y a plein, y compris même dans le cercle des magistrats. Vous dites que ce n'est pas normal que dans un pays démocratique, on interdise aux magistrats de faire un syndicat. Voilà le truc. Il est interdit aux magistrats de faire un syndicat. Il est interdit aux policiers de faire des syndicats. Il est interdit aux gendarmes de faire un syndicat. Ce n'est pas normal. Voilà donc comment vous vous organisez pour mobiliser tout le corps social. Ça veut dire qu'on a volé là-bas. Vous pouvez donc mettre le pays dans une situation inconfortable, même dans la paix. Regarde, depuis 2016, tous les lundis, région du Nord-Ouest, est-ce qu'on table les gens? Tout le monde sait qu'il y a Ghost Town. C'est ce que M. Tiroma a commencé à faire. Mais qu'il continue donc. On verra s'il a la mobilisation ou pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est par là qu'on commence, en énonçant la faillite de l'État et l'inorganisation ou alors la désorganisation de la nation. Mais lorsque vous êtes dans une société où la nation est clivante, et les Bami veulent faire ceci, les Peuls veulent faire ceci, les Bassa pensent que quoi, le Kang Ekang pensent que... Quand vous avez donc de tels clivages, comment on parvient à un consensus? Le consensus vient à partir des classes sociales. Des classes sociales, c'est-à-dire, est-ce que vous, du corps social, vous pouvez, vous commencez à les organiser, C'est là où les problèmes d'ordre tribal seront battus en brèche. Maintenant, est-ce que vous avez entendu les opposants, y compris les Tiroma,
parler, par exemple, des enseignants en public ou tout ça. Non. En vous entendant parler, M. Chiroma ne serait donc pas le libérateur du Cameroun? Non, il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. Non seulement son engagement, son mode d'organisation tel qu'il est décliné là, il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. Parmi les opposants actuels au Cameroun, qui voyez-vous capable de bouger les lignes? Malheureusement, il a refusé. C'est Maurice Kamto. Il a refusé? Oui, il a refusé. Mais puisqu'il n'a pas mobilisé, il a refusé. Bon, pour lui, il a dit dans la paix et dans les unes. Mais justement, je vous dis que même maintenant, là, c'est là où je dis, l'école, on dit souvent, les intellectuels ont du mal à émerger en politique, surtout quand vous avez fait droit. C'est cela. Donc, il a du mal. Le boycott des élections de 2020, c'est une faute politique. Il a rattrapé comment? Il n'a pas pu. Il est question pour lui, et j'allais dire, je pense que c'est d'ailleurs lui qui tient la plus grande responsabilité. Lorsque l'UNDP, je pense à 2019, avait fait son congrès et qu'on l'avait invité, je l'avais dit à Equinox, on peut parler là tout à l'heure, je l'ai martelé pendant près d'une semaine que voilà une voie de libération du Cameroun. Si Maurice Kamto sait que Bello Bouba détient la clé, une des clés de l'alternance sans violence au sommet de l'État. Parce que nous, à l'UPC, on l'a dit en 2014, le congrès de l'UPC que nous avons tenu en 2014, qui avait mis Victor Onana comme président et Luca Basile comme secrétaire général, nous avons parlé de comment parvenir à une alternance sans violence au sommet de l'État. Nous, ces électeurs, vous n'en savez pas. Mais précisément parce que nous avons une lecture de la crise de l'État et de la crise de la nation. Nous savons qu'à tout moment, ça peut générer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Paul Biya, il était surpris des grands sociaux. Donc, nous avons dit, et qu'est-ce qu'on m'a dit? Je me rappelle encore d'autres fois, quand la séquence des auditeurs m'a dit, ouais, bon, tu es un dem. Bon, j'ai ri. Cher ami, il était dans l'axe nord-sud, lorsqu'Aïdio part, que Bello Bouba succède à Paul Biya. Le multipartisme vient donc chambouler cette méthode-là d'alternance au sommet. Ça veut dire que Paul Biya ne peut plus désigner là, il faut aller aux élections, ainsi de suite, ainsi de suite. Bello l'a compris, Bello Bouba. C'est pour ça quand il rentre de Kaduna, où il est en exil, il le dit, j'étais là, je suis un prince, je ne peux pas rester loin du pouvoir. On lui concède. Mais maintenant, quand la base militante de l'UNDP rejette les orientations du haut, c'est ça que le professeur Kamto n'a pas su capitaliser. C'est-à-dire, c'est le genre de personnes, je parle de Bello Bouba, leur génération, vous parlez longuement. Parler longuement, ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4 ans. On prépare ça. C'est-à-dire, c'est là où vous lui trouvez des portes de sortie. C'est cela, ça, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. M. Kamto avait demandé à M. Bello Bouba Magari et Issa Thioro Bakary de se mettre ensemble. À quel moment? Lui-même, il est où? À quel moment? C'est pour ça que je dis, les leaders politiques camerounais aiment trop se cacher. Précisément parce que nous sommes dans un régime totalitaire, on peut te dire. Mais justement, le leader qui veut libérer, tu vas au front. Tu vas au front. C'est-à-dire que tes démarches doivent être claires. Ce n'est pas là. Ils ont résolu le problème de clivage quand Bello Bouba, c'est un Peul. Quand il s'est déjà présenté, il ne peut plus désister. Et surtout, pas devant quelqu'un qui est un Aoussa, qui a un côté Aoussa, il ne peut pas. Donc, il faut connaître ces enjeux-là, qui sont dans, j'allais dire, dans notre anthropologie. Nous avons ça dans nos chefferies, parce que Tsumbombo. Il y a eu des classes de nous qui étaient des serviteurs. Est-ce que demain, je peux me permettre, parce qu'il a un doctorat, j'ai dit que il viendra me remplacer, c'est Rambombok. Mais non, on va me dire, mais attends, sa famille a été une famille de serviteurs.
On les a affranchis il n'y a pas longtemps et tout. Donc, mais on ne va pas le leur cracher tout le temps. Mais on aménage des circonstances telles qu'ils ne se sentent plus, comme il n'y a plus d'esclavage aujourd'hui ou tout ça. Chiroma veut dire quoi? Chiroma veut dire porte-parole. Ce n'est pas son nom. Chiroma, c'est porte-parole du Lamido. Donc, Bello, lui, peut être un Lamido. Pas Chiroma. Donc, en fait, Chiroma doit porter la parole du Lamido. Mais le Lamido ne peut pas désister au profit de son porte-parole. Ce n'est pas possible. Donc, je vous ai dit ça. Or, c'est des choses dans notre anthropologie qu'il faut intégrer. Vous voyez ça sur le plan intellectuel, ça ne donne pas. J'ai dit que là, maintenant, Maurice Kamto, il peut se lever. C'est encore lui. Mais il va prendre quel chemin? Je n'en sais rien. Mais le chemin plus probable, encore que son mode de recrutement, si vous regardez le MRC de 2012-2013, vous verrez que son recrutement, c'est au niveau de la classe moyenne. Donc les gens où dans l'activité, ils ne sont pas bourgeois, ils ne sont pas les prolétaires comme nous, c'est la classe moyenne. Donc en fait, c'est cette classe intermédiaire-là qui peut donc servir de relais entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Mais le drame, c'est cela, parce que les gens ne font pas de formation politique. Je pense que parce que tu as un doctorat en sciences politiques, tu as fait la formation politique, j'ai dit zéro. Zéro, parce que la politique n'est pas une science. On vous trompe à l'école. Les politologues analysent les situations a posteriori. Ils ne les analysent pas avant. Or, la science, c'est quoi? La science, c'est la capacité d'un peuple à transformer sa culture en objet de connaissance. Donc, s'il avait suivi Bello, c'est là-dedans, sur le plan politique, qu'ils auraient intégré donc ce que Chiroma est en train de dire là, et les forces de défense et de sécurité, et l'administration publique, et même les hommes d'affaires qui se cachent des dirants en finançant. C'est-à-dire que le vote sanction aurait donc été que, et dès qu'on me dit qu'il a 32 000 bureaux de vote, vous avez 62 000 scrutateurs sans problème, avec les motos et tout ce que cela comporte. C'est comme ça que ça se fait. Et ça, les gens parlent du Sénégal, ils ne savent, connaissent pas les antériorités du Sénégal. Abdou Diouf avait verrouillé, mais parce que Abdoulaye Wade, qui avait le parti depuis février 1976, savait comment Senghor avait verrouillé, comment Abdou Diouf, parce qu'eux sont multipartis depuis 1976, mais ils étaient limités à 4 partis. C'est en 81, en mai 81, quand Abdou Diouf vient, il demande il promulgue la loi pour le multipartisme intégral. Mais il verrouille comme Paul Biya. Mais Abdoulaye Wade, qui est donc un ancien opposant, ancien doyen de la faculté de droit, c'est que les gens ont dit seulement maître Abdoulaye, c'est un ancien, c'est un professeur, c'est un agrégé de droit, un ancien doyen de la faculté de droit, qui s'est lancé en politique. C'est-à-dire qu'il ne citait pas seulement les textes. Les conventions internationales disent qu'il est là, au fond. Au point où ces négociations l'ont même amené un jour à être ministre d'État, sans portefeuille. Parce qu'il maîtrisait. Et au point où, après avoir mobilisé le corps social, la France est obligée de dire à Abdou Diouf, non gars, viens, on va te donner un poste à la francophonie. On va te. Parce que Abdoulaye Wade avait des gens, mais c'est ça qu'on ne fait pas ici. Je préfère encore que les opérateurs économiques se cachent, les finances derrière, que les forces de défense et de sécurité se cachent, parce que c'est la grande muette. Mais les autres, le corps social, par exemple, la Cour suprême venait de prendre une décision, un arrêt dernièrement, en disant, en imposant à Bolloré le rétablissement de la carrière de près de 400 employés que Bolloré avait mis dehors. Et leur plan de carrière et tout. Voilà donc ce que les opposants doivent prendre. Puisqu'il s'agit là d'un problème de droit. Mais ils sont là, vous devez prendre ça. Il y a Glencore, il y a Keremonapi, il y a plein de choses. Il y a même ce qu'on disait là tout à l'heure, les enfants, les hommes qui font les enfants avec leurs propres filles et tout. Voilà les choses, vous remontez, vous levez. C'est-à-dire que pour que
chaque secteur de la société se sent concerné. C'est ce que l'UPC a fait dans les années 50, où les gens n'étaient même pas aussi scolarisés que vous. Mais comment les gens, à cette époque-là, savaient ce que veut dire l'Organisation des Nations Unies, savaient ce que veut dire l'OTAN? Parce que lorsque Oumniobé sort un texte, Charte atlantique, pacte atlantique, le droit des peuples à disposer eux-mêmes, on traduit ça en langue locale. Comment on a fait pour imposer le café arabica que les Blancs ne voulaient pas? 2 personnes, Jean Bouendé et Laurent Tintan-Fac. Nous sommes là dans les années 40. Les années 40. Il dit, on l'appelait Tchang Café. On vous dit, c'est le café Robusta. Il faut dire que non. Non seulement ils ont cultivé le café arabica, mais ils ont créé un syndicat des petits planteurs de l'Ouest. Voilà comment. Il dit aux Blancs que non, nous on a notre café, voilà votre café là, nous c'est ici comment. Ils étaient obligés de parler aussi du café arabica. Il n'y a pas eu de guerre. Il dit quoi? C'est pourquoi? Parce que l'Union des populations du Cameroun avait éduqué la population et les aidé à s'organiser autour de leurs intérêts. C'est leur café la arabica. Et vous avez vu que finalement, ils ont même créé, parce que lorsqu'on parle de l'UCAO, en réalité, c'était l'Union des coopératives, du café arabica. Parce que Robusta, ce n'est pas pour nous. Vous voyez jusqu'où, comment les gens qui n'ont pas fait l'école, comme mon père Jean Bouendé, il a fait seulement 3 jours à l'école allemande. Donc, voilà. Mais comment il pouvait? C'était un multimillionnaire dans les années 80, un milliardaire. Donc, voilà l'organisation qu'on veut. Et je vous dis même que lorsque les événements de mai 55 arrivent, on veut interdire l'UPC. On monte un chef, Bamleke, pour venir prendre. C'est Fo Kamga. Je cite le nom. Fo Kamga, le chef Banjoun. Il fait une expédition punitive chez Jean Bouendé. C'était le 29 mai 1955. On détruit toute sa concession et on vole son coffre-fort qui avait 300 000 dedans. 300 000 francs, je ne sais pas dedans. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on monte les chefs contre les opérateurs économiques. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi les opérateurs économiques se cachent. Parce que l'administration coloniale française n'admet pas que les nègres puissent émerger. C'est pour ça qu'on les amène à l'import-export et tout ça là. Donc, pour avoir des industriels, c'était compliqué. Et un Jean Bouendé qui n'a pas fait l'école, qui est devenu multimilliardaire et qui faisait même des prêts dans les banques françaises, on monte un chef pour venir prendre son coffre-fort, après avoir détruit plus de 1000 pieds de cacaoyères. Quand je dis 10 000 pieds de cacaoyères, quand on dit 10 000 pieds de cacaoyères et de café, 10 000 pieds de café, vous savez combien de tâches ça peut représenter. Nous sommes là dans les années 50. Donc, vous voyez, donc, c'est pour ça, vous mobilisez le corps social, vous pouvez le faire. Mais lorsque vous entendez, tel est là, ils sont d'abord leur guerre avec le PCRN, ne finit pas. C'est pour faire quoi? C'est pour mobiliser le corps social. Donc, on est dans une dynamique qui voudrait que, je ne sais pas si peut-être c'est l'Église qui vous a dit ça, il y a un seul sauveur, il y a le sauveur. Non, ce n'est pas ça en politique. En politique, c'est le peuple qui porte quelqu'un. À ce moment, tu discutes donc avec ce peuple. Et je vous donne encore un autre texte qui est écrit en septembre 1957 de Ruben Oumniobé. Lutte unie sur tous les fronts pour sortir du joug colonial. C'est là où on dit, par exemple, qu'il faut faire les réunions publiques. C'est là où il y a les agents, ce qu'on appelle les fingons ou les cocons. Ils n'auront plus quelque chose, comment je vais dire ça, de secret à dire à leur hiérarchie. C'est ce que vous appelez DGRE aujourd'hui. Puisque les réunions sont publiques, ce qu'ils vont raconter à leur hiérarchie, vous avez déjà dit ça. Et dans ce que vous avez déjà dit, il y a leur intérêt dedans. C'est comme ça donc que vous avez des informations, vous avez, et au niveau de vote, et tout. Or, la revendication du SDF, par exemple, dernièrement, en disant enlever les bureaux de vote des casernes militaires, ça entre dans ce sens-là. Vous verrez qu'au niveau des votes, voilà,
C'est donc ça qu'il faut voir, parce que vous m'avez amené à 92. De 92 donc à 2025, les opposants camerounais ne prennent pas des leçons de comment mobiliser le corps social. C'est là. Ok. On s'achemine vers la fin de cette interview. Face aux arrestations, à la répression et à la polarisation croissante du pays, quelle voie de sortie proposez-vous pour éviter que la situation ne dégénère à un affrontement civil? D'abord, il faut faire un constat que nous sommes dans un régime totalitaire qui s'apparente à une dictature. Quand on fait ce constat, on s'organise. On s'organise comment? J'ai dû, parce que les gens me disent, toi tu aimes citer les gens de 48, je vais citer les gens de 2025. Un certain Kwame Isidore, il a fait une thèse de doctorat. J'ai lu comme ça, je ne le connais pas. La démocratie coincée au village, point d'interrogation. Donc, il fait l'analyse, et du moins l'anatomie du processus démocratique au Cameroun. Coincé au village, ça veut dire que là-dedans, il parlait de problème du tribalisme. Est-ce que tous ces enseignants d'université, donc ils sont aussi dirigeants des partis politiques, ils regardent, ils lisent même les travaux de recherche de leurs propres enseignants? Le deuxième, c'est un certain Philémon Moubeke Amboussi. Il a fait aussi une thèse de doctorat sur l'État et les coutumes au Cameroun, des origines à la Constitution révisée de 1996, contribution à une théorie pluraliste du droit en Afrique. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, parce que pour répondre à votre question, en Afrique, ce que vous appelez démocratie n'a pas de sens. Surtout dans un pays comme le nôtre où l'État est en crise, la nation est en crise. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est le consensus. Le consensus, c'est quoi? C'est que 10 personnes ne peuvent pas l'emporter sur 3 parce qu'ils sont nombreux. Il peut arriver que ce soit les 3 personnes qui aient raison. C'est-à-dire que vous êtes l'engagement que si les 3 autres aussi on engage. C'est ça le consensus. C'est cela. Et c'est ça qui cadre avec la philosophie. Parce que lorsqu'on fait un État, il faut une philosophie de cet État-là et il faut son histoire de cet État. Lorsqu'on commence donc par mettre cette philosophie-là, qu'en Afrique c'est le consensus, ce n'est pas le rejet. Or, on nous a formés à rejeter, à l'exode, au détachement. Oh non, Bengan, comme l'a dit, donc, il n'est pas, il doit partir. C'est cela. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure M. Kamto. Or, ils sont 3. Maurice Kamto, s'il sait jouer le rôle de leader, comment ramener auprès de lui Cabral Libi et Joshua aussi? C'est tout, par consensus. J'ai dit les 3 là, avec un leader Kamto. Pour un consensus, les choses seront bousculées. Calmement. Je vous le dis, c'est-à-dire 100 heures, c'est lui qui dit par les urnes, dans la paix, par les urnes, calmement. Comment on recherche le consensus, c'est-à-dire quoi? Le leader doit veiller à ne pas phagocyter les autres. Ça veut dire que ce n'est pas que nous sommes majoritaires, nous on a ceci, vous non. Quand vous allez à là, il se rétracte, vous n'avancez pas. Et ça, c'est la richesse du consensus. On ne construit pas une nation en développant les divergences. Zéro. Donc, insultez-vous moins. Ou je vous dirais non, ne vous insultez pas. Cherchez les voies de dialogue. Comment même Israël et la Palestine qui sont là depuis 48 ans, vous entendez seulement dialogue. Même l'Ukraine et tout. Mais comment vous ne pouvez donc pas commencer par là où on va vous appeler après avoir bagarré de faire? Puisque même si vous bagarrez là, regardez seulement ce qui s'est passé. Quand je dis consensus, qui a présenté la candidature de Maurice Kamto? C'est le Manidem. Mais de 2013 à 2025, il s'est chamaillé. Donc ça déjà, ça voudrait dire que en politique, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'ennemis en politique. Il y a des adversaires d'un moment, puisque demain, vous pouvez vous retrouver en situation.
Voilà, ça, mais ça ne donne pas de leçons aux gens, y compris même aux militants du MRC. Ils font comme si on tutelle, c'est là où on va émerger. Non, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit seulement de s'organiser, puisqu'il y a un seul siège, pour qu'ils mettent là et que les données de chacun, les désidératas de chacun puissent être tenus en compte. C'est tout. Le consensus. Et c'est comme ça qu'on construit le consensus. Consensus. Donc, pour vous, la solution, c'est de dialoguer, s'asseoir, discuter. Toujours, toujours. Vous savez, le Kabila, le jeune Kabila Junior, j'aime l'appeler Junior, c'est comme ça qu'il a dit. Là-bas, chez lui, c'est l'église catholique qui a organisé. À un moment donné, il a dit, le seul parti politique que je crains ici, c'est l'église catholique. Bon, vous avez vu comment? Quand un peuple s'organise, il a perdu le pouvoir. OK. Merci, M. Mombok. Pour terminer, si vous devriez adresser un message à la jeunesse camerounaise, souvent désabusée, mais de plus en plus consciente, quel serait ce message aujourd'hui? À deux niveaux. Premier niveau, aux jeunes, la jeunesse camerounaise. Rattachez-vous à votre culture, à vos histoires. Ce qu'on appelle connaissance, c'est la science qui est consciente du principe divin instauré par l'univers et la capacité à s'épanouir suivant ce principe cardinal, c'est-à-dire rentrer dans vos villages, fréquentez moins les églises, allez faire vos traditions. C'est là où il y a la science. Parce que c'est la spiritualité, quand on l'explore, qu'on découvre la science. C'est pour ça que les grands savants ont dit qu'il a découvert. On découvre. Deuxième chose, allez à l'école, fréquenter. Parce que le défi de demain, on est en train de mal vous orienter vers l'intelligence artificielle, ça va vous perdre. Je dis bien, la science est dans la nature. Parce que la science, c'est la capacité d'un peuple à transformer sa culture en objet de connaissance. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de paludisme en Europe? Mais c'est là où vous viennent les médicaments contre le paludisme. Et pourtant, on les prend chez vous. Voilà le défi que vous avez. Et c'est ça qui va vous amener en politique, honnêtement. C'est-à-dire, vous vous regroupez au lycée, à l'université, dans les grandes écoles, autour des syndicats des étudiants. Comme ça qu'on se forme. Vraiment, c'est ce que je peux vous dire. Et si la nature a voulu que vous soyez Camerounais, ça veut dire que c'est là où vous avez un point à jouer. Donc, si vous aviez un dernier message à ce gouvernement pour la gestion de la crise post-électorale qui est actuellement en cours? Je n'ai rien à dire à un gouvernement autiste. Rien, il ne comprendrait pas. Nous, je vous ai dit tout à l'heure, nous on parle là où notre voix est audible. On ne parle pas aux gens qui sont sourds. C'est un gouvernement qui est autiste. On ne peut pas. Et si vous aviez un message adressé à M. Chiroma? Président Chiroma, président du FSNC, pas président du Cameroun, président du FSNC. Deux choses. Si vous continuez sur cette spirale-là, votre parti sera dissous. Il ne risquera pas de participer aux prochaines séances. Deuxième chose, continuez à mobiliser le corps social par les orientations que j'ai dit tout à l'heure, par des secteurs d'activité et d'action, avec vos relais ici. Ne faites pas de discours guerriers. Vous serez extradé au Cameroun et peut-être mis en prison. Et votre parti dissous. Mais si c'est ça l'option, parce que vous voulez mourir en héros comme le Oumniobe, je vous le concède. Parce que justement, on n'éduque pas un adulte. Il y a ce qu'on appelle l'andragogie. Vous avez entendu? L'andragogie, qui est différent de l'éducation. On éduque les enfants et les adolescents. Mais les adultes ont leur science qu'on appelle andragogie. Et en andragogie, il y a un principe qui dit que l'adulte ne fait que ce qu'il veut. Il n'apprend que ce qu'il veut. Donc, comme conseiller un adulte devient compliqué. Donc, dans l'andragogie, il sait ce qu'il veut. L'andragogie, l'adulte n'apprend que ce qu'il veut. Donc, on dit que je vais conseiller un adulte, je vais conseiller... Non, non.
j'en existe pas. Voilà un peu. Ok, merci Monsieur Bobor de nous avoir permis d'échanger avec vous. Avant d'arriver aujourd'hui, il y a une personne qui m'a demandé de vous poser cette question. Comment est-ce que vous faites pour toujours vous souvenir des dates avec des jours précis depuis les années 1983? Deux choses, parce que je suis ancré dans la culture négro-africaine où j'ai été initié. Ça veut dire que je ne vais pas à l'église, je ne peins pas des choses comme ça. Je me rattache aux ancêtres. Et si vous êtes rattaché à vos ancêtres, ils vous disent des choses. Ils vous disent des choses, vous n'êtes pas perdu. Deuxième chose, c'est que je lis beaucoup, je respecte les aînés. Je respecte les aînés et je lis beaucoup, je cause. Voilà, c'est ça la mission. Je n'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. J'ai 60 ans et je n'y mettrai pas pied. Donc je me distrais moins. Voilà de tout. Donc, ma mémoire. Ok, merci Monsieur Bombok. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous remercie et je vous dis, allez de l'avant. Merci beaucoup. Attachez-vous à vos cultures. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous espérons que vous êtes régalés. Nous étions avec une bibliothèque camerounaise. Nous espérons que ces réponses vous ont satisfait. De toutes les façons, nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité, mais je ne saurais vous quitter sans vous demander surtout de vous abonner et vous nous dites ce que vous pensez en commentaire concernant cette interview avec ce patriarche, M. Mbao Bengan. Merci et à très bientôt. Merci, monsieur. Merci.